récap. Vous êtes toujours à l'écoute du récap. Clôture aujourd'hui de la 9e édition de l'école d'été sur la migration à Tunis. 5 jours de débats et d'échanges avec experts, chercheurs et acteurs de terrain autour de la coopération internationale et des grands enjeux migratoires. Un rendez-vous pour mieux comprendre et faire évoluer les politiques migratoires en Tunisie et dans la région. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone Monsieur Fathi Gerbi, directeur de l'Institut national du travail et des études sociales. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Merci Juliette. Merci à RTCI et aux auditeurs de RTCI de faire écho aux travaux de la 9e session de l'école. Merci beaucoup. Qui est organisée au fait cette année-ci par l'OIM, l'Organisation mondiale de l'immigration, l'INTES, donc l'Institut national du travail et des études sociales, et l'Académie diplomatique internationale, ce qui n'a pas été le cas dans le temps. D'accord. Cette année-ci, ils ont fait un effort. Donc, ils nous ont hébergés, ils ont accueillis dans les locaux. Et en plus, leurs étudiants de l'école, ils ont participé. Donc, ça, c'est un plus concernant les autres sessions. C'est très important. En fait, cette année-ci, bien que les objectifs qui ont été assignés durant toutes les sessions et les approches ont été quelque part accomplis, assignés. Sauf que cette fois-ci, il faut voir autrement. Pour une simple raison, il y a une nouvelle donne. Et puis les autres, je dirais, objectifs n'ont jamais donné quoi que ce soit. Alors, la migration. Pour commencer, justement, Monsieur Fathi Gerbi, pour planter le décor, pour que l'auditeur comprenne tout ce qui se passe actuellement en relation avec cette édition de l'école d'été sur la migration, si on peut présenter cet événement ainsi que les objectifs. Les objectifs, finalement, on peut le résumer juste à un paradigme, c'est la coopération. La coopération. Donc, c'est-à-dire gérer la migration entre partenaires, d'accord, que ce soit multilatéral ou bilatéral. Avant, c'était quelque part des thèmes qui étaient plus ou moins bien factuels sur la migration choisie, sur la migration... disons, le choix, ce qu'on appelle la gestion, la fluidité de la gestion de la migration. Mais cette fois-ci, l'objectif, c'est que appréhender avec l'esprit d'une coopération. Il faut coopérer entre les pays. Que soit, ils ont déjà commencé à le faire, c'est-à-dire Madame Merkel, elle l'a déjà fait. Donc avec la Tunisie, et puis Madame Meloni, elle est occupée à le faire. Coopérer, c'est-à-dire gérer la migration en tant de partenaire. Ce partenaire, je ne dis pas qu'à pied, comment dirais-je, dans toutes l'équité totale, mais quelque part, parce que dans le temps, nous considérait, vous savez très bien comment on gère la migration, que ce soit dans les années 60, donc il y avait une accumulation des richesses qu'on appelle les Golden Sixties. Donc les Européens, ils avaient besoin de nous. Donc ils avaient besoin de nous pour leur croissance, pour leur tissu productif. Mais entre-temps, à l'époque, dans les années 60, on avait un courant malthusianiste et protectionniste. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils demandaient, que ce soit pour nous, les pays du Sud, de faire ce qu'on appelle du planification familial, c'est-à-dire réduire la population pour ne pas qu'on soit, comment dirais-je, pour ne pas les envahir. Les Américains, ils ont fait la même chose concernant l'Amérique latine. Et puis, par après, on a assisté à ce qu'on appelle une politique d'édification des murs, le Frontex, etc. Et le Frontex, c'était quelque part limiter la migration et construire pas des murs, puisque, disons, dans la mer Méditerranée, il n'y avait pas de murs. Mais ailleurs, il a été fait des murs. Surtout dans l'Est, qu'on appelle les pays de l'Est. Donc ils ont fait des murs pour que la migration soit contrôlée. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a deux courants, actuellement je parle, un courant diamétralement opposé donc, quant à la gestion de la migration. Il y a, je vais caricaturer, il y avait un système, ce qu'on appelle du trumpisme, et ses avatars, c'est-à-dire réduire à un néant, si vous voulez, la migration. Donc, le courant populiste. Et puis vous avez
Et puis vous avez ce qu'on appelle des adeptes du wokisme, c'est-à-dire pas contrôler l'immigration, donc l'immigration démesurée. Donc actuellement, je parle, il y a deux courants. Au fait, c'est un courant d'extrême droite. On peut schématiser tout ça pour faire des raccourcis. Et puis vous avez ainsi l'autre courant de l'extrême gauche. Je parle en Europe et aux États-Unis. D'accord, c'est eux avec qui, quelque part, il faut changer, en discuter. Donc ici, la problématique demeure en réaction à ce qui se passe dans le monde. Dans le monde. Mais il y a dans le monde, ça. Nous, on a toujours opéré en Tunisie en réaction. C'est-à-dire, on n'était pas. C'est déjà un constat, un premier constat. On subit. On subit, c'est-à-dire leur politique migratoire et leurs intérêts. Mais on n'a jamais pensé à l'intérêt des Tunisiens. Je parle de la Tunisie, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, etc. etc. On n'a jamais pensé à notre intérêt. Non seulement, il y avait la migration choisie. Moi, dans le temps, j'étais complètement, comment dirais-je, opposé. C'est quoi une migration choisie? Ça nous rappelle l'esclavage dans le temps, que sur les ports le port de la Goulette, je sais pas, on choisit les Noirs qui peuvent aller faire la cueillette, je sais pas, ou la culture aux États-Unis ou ailleurs. D'accord, on les choisit selon, comment dirais-je, des critères bien précis. Voilà. Alors que maintenant, c'est la même chose avec les visas. C'est presque la même chose avec le profil du demandeur de visa. Oui, c'est la même chose. On veut des ingénieurs. Voilà. On veut des médecins pour travailler, pour faire de sales boulot, attention. Des ingénieurs en informatique en France ou même en Belgique, que je connais bien. Et ils font comment dirais-je, non seulement moindre coût, moindre petit salaire, pour le même boulot. Et ils sont très moins payés par rapport à leurs collègues et leurs confrères. Et en plus, ils font des heures, comment dirais-je, le contingentement est mauvais. Non seulement il y a un quota, puis un contingentement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas travailler au-delà, etc. Il y a des heures. Et puis, aussi, ça c'est la réalité, je connais bien l'Europe, je connais bien leur mentalité, je vis avec eux tout le temps presque. Et il y a ce qu'on appelle l'accord de bon voisinage. C'est lequel, moi, en tant que, à l'époque, j'étais quand même, je pensais, du point de vue analyse, au niveau du CPR, le Congrès pour la République, on a dit qu'il faut suspendre le premier accord de libre-échange, qui n'était pas à notre faveur. Et puis, ils nous ont glissé et imposé l'accord de bon voisinage. C'est quoi l'accord de bon voisinage? C'est un contrat de surveillance et de garde-côte. Le voisin qui surveille son voisin. Le policier de la Méditerranée. Donc, le contrat de bon voisinage, c'est le voisin docile qui surveille les côtes et les frontières des Européens. Autre chose, un constat. On nous considère maintenant, et les Allemands l'ont fait, Merkel l'a fait, comme mère porteuse. Donc des pays comme, parce qu'il y a un vieillissement de la population, il y a même, je dirais, une baisse tendancielle de la population, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ou même partout dans toute l'Europe. Donc, pour quelque part meubler leur population, démographiquement parlant. Donc moi je vois ça comme une mère porteuse. Et puis les centres de formation. On forme. On les forme, on dépense des sous, on dépense énormément d'argent, bien que c'est des dettes, etc. Mais pour travailler chez eux, c'est des centres de formation. Et moi, depuis longtemps, j'ai dénoncé ce phénomène. J'ai dit, pour les médecins, non seulement on va avoir des problèmes de médecins et de couverture médicale en Tunisie, et puis les ingénieurs. Et puis j'ai parmi mes compatriotes et des gens activistes qui font ce qu'on appelle du dating, c'est-à-dire amener des employeurs européens pour choisir et pour discuter avec des potentiels ingénieurs tunisiens pour partir là-bas. Et à l'époque j'ai dit mais on va avoir des problèmes, même on ne trouve plus d'ingénieurs, on ne trouve plus de médecins,
sans parler des métiers de non-qualification. On va avoir des problèmes. Moi, j'habite dans une zone agricole. Ils ne trouvent personne pour travailler dans l'agriculture. Et puis, les entrepreneurs en bâtiment, BTP, ils ne trouvent plus personne. Ils sont où? Ils sont partis en Italie et ailleurs. Donc là, ça va nous poser un problème. Et le problème, avec son effet d'éviction, on va avoir la migration, donc l'immigration des gens de l'Afrique subsaharienne, de l'Ivoire, etc., etc. Et bien que ces gens-là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement leur trajectoire, on ne sait pas s'ils vont rester en Tunisie ou ils sont en transit ou ils vont rester, on ne sait pas. En tout cas, personne qui est quelque part occupée à étudier comme il faut, à part quelques discours populistes ou des discours d'extrême droite, comme on l'entend ailleurs. D'accord. Vous avez parlé donc du constat de cette attitude de réaction, toujours dans la réaction pour des pays comme la Tunisie. J'ai senti que la question migratoire en elle-même, elle est très très dépendante des dimensions politiques, vous dites. La politique des pays étrangers, notamment l'Occident, les pays européens, les États-Unis et tout, avec la montée du populisme aux États-Unis, l'extrême droite et tout. Donc ça influence la question migratoire, n'est-ce pas? Ça va influencer énormément. Moi, j'étais dernièrement en Belgique. Attention, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, c'est-à-dire la population, bien que, comment dirais-je, c'est pas clair dans leur état d'esprit, c'est pas clair. Mais ils disent qu'il faut stopper toute l'immigration. Ils ne veulent plus avoir des étrangers. Et ils votent extrême droite. Et c'est leur... Le discours passe comme il faut. Je dirais, moi j'ai des problèmes même avec de la famille qui sont des Belges, etc. Ils discutent entre eux, etc. Il y a ce discours populiste, mais qui verse vers le fascisme. Donc pas d'étrangers, et puis la chasse aux sorciers, la chasse aux étrangers, toutes les politiques versent vers ça. Et on le sent, ça. On le sent et c'est très très important, mais il n'y a pas que la question politique ou la dimension politique, parce que si on voit maintenant les Africains, nos amis africains qui viennent en Tunisie, qui sont en situation irrégulière, ils viennent pour des raisons parfois climatiques, parfois qui dépassent la question, la question économique aussi. Le problème, c'est qu'on a des centres d'études, mais on n'a pas des gens qui veulent quelque part travailler en toute liberté, en toute indépendance, et nous donner, une base de données, un constat, une analyse sur lequel on peut fonder une politique. Parce que nous, on n'a pas de politique. On a les chiffres tout de même. Politique migratoire. Nous avons tout de même les chiffres. On travaille sous-traitance. On a fait l'OTE en sous-traitance pour les années 60 parce qu'ils avaient besoin des gens pour Peugeot et Renault en France, etc. On a fait l'OTE, on les forme, etc. Puis on a fait des centres, je dirais, de formation. Pour qui? Pour les envoyer à l'étranger. Et puis les autres, par après, je ne veux pas faire comment on appelle ça, la typologie des politiques qui ont passé par la Tunisie, mais finalement ils versent tous vers la même politique. C'est une politique en réaction ou de sous-traitance. Et puis à l'époque, la migration choisie, Sarkozy quand elle est venue, et puis je vois à côté de lui des gens qui rigolent et sont contents, c'est-à-dire on va vous prendre les gens dont on a besoin et on vous laisse le reste dont je n'ai pas besoin. C'est à la carte, quoi. C'est ça, et les gens sont contents. Et puis, on a des hommes, même des activistes, donc des acteurs en économie, des chefs d'entreprise, et même des petits cas. Ils ont, si vous voulez, cette désinvolture concernant et alors, on va les envoyer là-bas pour une simple raison, c'est que nous, on ne peut pas, comment dirais-je, leur fournir des emplois, ce qui n'est pas, ce qui est complètement faux. Parce que finalement, c'est un cercle vertueux ou vicieux. Ils fonctionnent avec un cercle vicieux. Quel est notre intérêt, justement, Monsieur Fathi Gerbi, quel est notre intérêt aujourd'hui en tant que pays, en tant que la Tunisie,
par rapport à cette question migratoire? Le problème, quelle est la politique qu'on doit adopter? Très faible. On n'a pas de, je dirais, mais quelque part, on peut trouver des niches, on peut trouver des accords, même bilatéral, c'est mieux que le multilatéral, avec des pays. Donc des pays, quelque part, qui nous aident pour fixer une certaine population, et quelque part, gérer temporairement le surplus d'offres de main-d'œuvre. C'est vrai, on a des diplômés, on a plein de choses. Il est vrai que ça va poser des problèmes, mais quelque part, comment dirais-je, coopérer pour gérer, que ce soit, je dirais, le retour, que ce soit le mouvement de départ. Monsieur Fathi Gerbi, concrètement... Il y a des Tunisiens qui sont en chômage aussi en Europe. Bien sûr, bien sûr. Mais nous avons aujourd'hui, selon les chiffres de l'INS publiés lundi dernier, nous avons 150 000 Tunisiens qui partent à l'étranger chaque année. Comment faire pour remédier à cette situation et pour retenir justement les profils qui sont très intéressants? Tous les profils sont intéressants. Tous les Tunisiens, tous les jeunes sont intéressants. Voilà. Mais comment retenir nos médecins, nos ingénieurs ici en Tunisie? Quelles sont les solutions concrètes que vous voyez, mis à part la question de coopération internationale qui est très importante aussi? D'accord, mais le problème, n'oublie pas une chose, parce qu'il y a des fausses vérités concernant l'apport de la diaspora. Non seulement ils sont appauvris là-bas, et ça c'est comme toutes les classes, la classe moyenne et la classe des travailleurs en Europe, il y a un appauvrissement, les gens sont pauvres, donc on subit ça aussi. Donc nos Tunisiens qui sont à l'étranger, il ne faut pas croire qu'ils envoient des milliards, pas du tout. D'accord, ça c'est une réalité. Mais le problème c'est que les marges de manœuvre sont très réduites. Et de plus, il faut ce qu'on appelle une politique à large spectre de l'offre, pour fixer les gens. Donc il faut non seulement ne pas leur permettre de se trouver dans un confort de départ. Ça va pas, je vais ailleurs. Comme pour les étudiants. Ici, c'est la même chose. Ils ne réussissent pas. Je vais aller en Allemagne, je vais aller ailleurs. Ils veulent tous, déjà quand ils sont au niveau du bac, ils veulent partir. Il faut leur expliquer que ça ne sert à rien. Non seulement ils ne réussissent pas, et en plus, ça nous coûte cher. Tout ça, ça nous coûte cher. Donc, il faut quand même pour les politiques, je ne dis pas répressives, mais de contrôle. Contrôle-sanction. Il faut contrôler tout ça. C'est quoi? C'est partir. Et en plus, il faut des conditions. Voilà. Partir, mais il faut créer les conditions favorables ici en Tunisie. Il faut ce qu'on appelle de l'investissement direct étranger. Oui. C'est-à-dire il faut créer des entreprises en partenariat avec des pays, etc. Donc, si vous voulez, c'est à large spectre. Il n'y a pas une priorité. Il faut savoir une ingénierie lourde, une ingénierie des gens responsables et qui pensent à l'avenir et aux intérêts. Eux, ils pensent à leurs intérêts. J'ai vécu 40 ans avec eux, je sais qu'ils fonctionnent en termes d'intérêts, parce que sinon, ils seront complètement désavoués par leur peuple. Et nous, non. Nous, on ne travaille pas au niveau de l'intérêt des... Même, je ne parle pas des gens politiques, je parle même des acteurs. Même, j'ai un enseignant ici, il est parti, pour vous donner un exemple, c'est un cas d'école. Je vais partir en Arabie Saoudite, je vais enseigner, alors qu'on a un problème de permanent. Pourquoi faire? Parce qu'ils vont nous donner $3 000. Mais j'ai dit, ça ne va pas. La Tunisie, elle vous a permis d'étudier, d'avoir des diplômes, mais il faut leur donner quelque chose. Et les étudiants, qui va leur donner cours, qui va s'occuper d'eux. Donc, non, ils s'en foutent. Donc je parle même pas au niveau politique, parce que la politique en Tunisie, c'est sauf qui peut. Oui, mais pour changer les mentalités, justement, il faut créer les conditions propices à tout ça, même pour changer les mentalités. Et c'est très très important, Monsieur Fathi Gerbi. En tout cas, je vous remercie. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'Institut national du travail et des études sociales. Merci à vous, merci infiniment pour toutes ces informations et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute, on revient dans un instant.